en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est souvent ce qui arrive, là, ce dossier énorme, épouvantable à la Cité des Prairies, là, de scandale sexuel à la DPJ. Ça fait parler d'autres gens, ça fait lever d'autres dossiers, d'autres drapeaux rouges à la DPJ. Et ça donne froid au dos parce qu'on commence à se demander si cette pratique-là n'est pas généralisée. Puis là, c'est juste ceux qui ont eu le courage de dénoncer. Évidemment, aujourd'hui, dans la presse, on apprend que le même cas qu'on a vécu à Cité des Prairies, il y en a à Laval, il y en a en Montérégie. Est-ce que c'est une pratique qui est plus généralisée qu'on l'imagine? Mais sur qui peut-on se fier? Quand tu dis une pratique, là, tu parles carrément de jeunes contrevenants entre 15 et 17 ans, mettons, qui ont des relations intimes avec des jeunes éducatrices, là, mais quand même en poste de responsabilité, qui sont dans la vingtaine ou la jeune vingtaine. Qui en sont poste d'autorité, qui devrait être celle qui incarne le P dans DPJ, protection de la jeunesse, et que finalement, elles ne l'incarnent pas pantoute. En fait, elles entretiennent des relations amoureuses, sexuelles avec ces contrevenants. Et ce qui est le plus inquiétant et préoccupant là-dedans, c'est que, étant donné les règles de confidentialité ces éducateurs-là, on ne peut pas transférer leur dossier, leur dossier ne les suit pas lorsqu'ils vont de région en région. Alors, il y a plusieurs cas où ces éducatrices, il y a eu des soupçons, où elles ont même été prises en flagrant délit, où elles ont démissionné à la fin de l'enquête. Elles se sont retrouvées dans une autre région, dans un autre centre de réadaptation, sans jamais que soit révélé qu'elles ont été l'objet d'une enquête ou qu'il y a eu des allégations de ces agissements à leur encontre. Ce qui veut dire qu'on bouge le problème de centre en centre, et c'est là où la protection de la jeunesse prend le bord au nom de la confidentialité de ces potentiels agresseurs, ces personnes qui ont manqué à leur devoir de protéger ces jeunes, d'être en autorité et de les servir. Moi, je trouve ça assez troublant. Et hier, évidemment, le ministre Carman a démis de ses fonctions Catherine Lemay, la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Mais je pense que le mal va au-delà de ça. Monsieur Carman, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 6 ans qu'il occupe la chaise qu'il occupe. Il n'a pas l'air de savoir ce qui se passe dans les centres de DPJ. Il n'a pas l'air de savoir qu'est-ce qui se passe à la DPJ. Madame Lemay, est arrivée en 2021, a servi à rien, mais depuis 2018, Monsieur Carman, quelles sont les vérifications que lui-même est parti faire? Il a un devoir de s'assurer que la DPJ, finalement, qu'on a encore confiance en la DPJ. Imagine si la population n'a plus confiance en la DPJ, ça serait une perte monumentale parce qu'on n'aurait plus ce filet de protection pour nos jeunes. Tu me poses la question, je pense que la confiance en la DPJ est quand même fragilisée. Je dis ça tout en reconnaissant, puis je le fais à chaque fois, que leur job est infiniment compliqué, là. Mais quand même. Que va faire le Bloc? Que va annoncer le Bloc cet avant-midi à 11h? Parce qu'on est à la date limite. Le temps passe vite. Là, on se souvient, au mois de septembre, Yves-François Blanchet s'était présenté devant la presse puis avait dit, moi, il y a 2 projets de loi qui sont essentiels. Puis là, j'ai un pouvoir extraordinaire parce que l'entente étant déchirée avec le NPD, on est revenu dans une situation de gouvernement minoritaire. J'ai un pouvoir extraordinaire. Puis le 29 octobre, si j'ai pas ce que je veux, je vais... Et là, il avait annoncé à ce moment-là, je vais vouloir moi aussi des élections, je vais vouloir moi aussi renverser le gouvernement. Est-ce qu'il va annoncer ça simplement comme ça ce matin? On dit qu'il va être clair aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur son intention des prochains jours, des prochaines semaines et l'appui qu'il donnerait ou pas au Parti libéral du Canada. C'est intéressant, mais pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Là. Il avait dit qu'il n'allait plus soutenir le gouvernement et que aux prochaines journées d'opposition, la prochaine motion, disons, de censure, qu'elle soit présentée par les conservateurs, il voterait pour. Maintenant que ça s'est dit, est-ce que le Bloc irait jusqu'à lui-même pousser pour déposer une motion de censure? Je sais pas combien de journées ils ont d'ici le mois de décembre. La question demeure. Et ce qui est assez ironique, c'est que les conservateurs reprochaient au Bloc de coucher dans le même lit que le Parti libéral du Canada, puis ils se retrouvent en ce 29 octobre à les avoir dans leur camp, finalement. Dans leur lit.
dans leur lit, est-ce qu'on risque de voir Pierre Poilievre moins acerbe, moins acide contre Yves-François Blanchet parce qu'il aimerait pas qu'il change d'idée puis qu'il n'appuie pas et qu'il appuie le Parti libéral du Canada? Mais le grand mystère là-dedans, celui qu'on n'entend jamais, qui ne se prononce pas beaucoup là-dessus, c'est Jack Meeting et les néo-démocrates qui ont déchiré l'acte de mariage, mais continuent à avoir des petites aventures d'un soir avec le Parti libéral du Canada, dans le sens où ils continuent de les appuyer, parce que, contrairement aux conservateurs, le Parti libéral n'a besoin que d'un seul parti d'opposition pour se maintenir en vie. Peut-être que Justin Trudeau ne va dire, tu sais quoi, moi je veux personne, je veux devoir rien à personne, je veux juste proroger, puis je vais attendre que ça se calme et on n'aura plus de vote. Mais il faut faire attention à cette stratégie-là, parce que quand tu proroges, là, c'est que tu envoies aussi l'ensemble du personnel politique des partis d'opposition préparer la campagne électorale sur le terrain. Ouais. Alors que toi, t'es pris à devoir gérer ton propre leadership, tu leur donnes une petite longueur d'avance sur la prochaine campagne électorale. Mais on va écouter Yves-François Blanchet ce matin. Dernière question sur lui. Il n'y aura pas quand même dans sa conférence de presse, là, on a parlé de stratégie, déclencher ou pas déclencher des élections, mais une certaine déception parce que le pouvoir énorme qu'il nous avait décrit, là, que le Bloc avait cet automne, un pouvoir unique, énorme, je veux dire, excuse-moi d'être plate, mais le pouvoir, ça a été zéro pin barre. Là. Il s'est rien passé. Le Sénat n'a pas accéléré ses travaux. Les 2 projets de loi qui l'intéressaient, il s'est rien passé de spécial. Là. C'est la ballonne qui s'est dégonflée le plus rapidement là, en politique. Là, c'est parce que le problème de M. Blanchet, c'est qu'il est sorti, il a bombé le torse pour dire qu'il a la balance du pouvoir puis qu'il a un pouvoir de vie ou de mort sur les libéraux, sans avoir nécessairement vérifié qu'est-ce que les néo-démocrates allaient faire puis si eux allaient sortir. Les néo-démocrates, là, ils sont pas sortis publiquement avec le bombe torsé. Et c'est avéré que finalement, il n'avait pas vraiment le rapport de force. Alors, bon, là, il va... Est-ce que s'il y a des motions ou sur lesquelles iraient les conservateurs qui sont à l'avantage du Québec, Yves-François Blanchet va quand même voter contre? La question aussi demeure entière là-dessus, parce que lui, il dit qu'il défend les intérêts du Québec. Mais si la motion ne va pas, ou va dans l'intérêt du Québec, en fait, la décision gouvernementale va dans l'intérêt du Québec, est-ce qu'il va voter avec les libéraux ou avec les conservateurs? Ça va être intéressant à suivre. 11h, donc on va surveiller ça. Et finalement, hier, Pierre Poilievre, qui a pris un de ses engagements électoraux, parce qu'il critique beaucoup le gouvernement, propose pas si souvent que ça. Mais là, c'est quelque chose de précis. Là. Retirer la TPS sur les constructions, habitations neuves là, d'1 million et moins. Très habile, parce que ça marque les esprits, là. Ne pas payer de TPS pour l'achat d'une maison de moins d'1 million. On sait la difficulté d'accéder à la propriété chez bien des jeunes et des moins jeunes partout au pays. Je trouve que ça vient répondre spécifiquement à un problème, à une préoccupation de l'électeur. Mais si on regarde la mécanique derrière, est-ce que on est certain que la TPS va revenir à la poche de celui qui va acheter une maison, ou est-ce que ça va être dans la poche du promoteur immobilier qui va juste monter un petit peu son prix parce qu'il va pouvoir absorber finalement l'équivalent de la TPS? Et finalement, est-ce qu'on se retrouverait à subventionner de meilleurs profits pour les promoteurs immobiliers? Ça reste à voir, à moins qu'il y ait des garde-fous là-dedans que Pierre Poilievre mettrait, mais il dit qu'il va aller chercher des économies dans la bureaucratie. Ça, évidemment, on peut pas être contre ça, pour financer cette mesure-là. À quel point on va s'assurer que cette mesure réponde pleinement et vienne apporter un certain finalement réconfort à ces nouveaux acquéreurs? Ça reste, il manque un peu de fignolage dans cette annonce-là, mais c'est sûr que politiquement, il a scoré beaucoup hier. Politiquement, ça a l'avantage d'être clair, simple et précis. Yasmine, merci. Bye bye. Bye bye.